Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il faut établir de bons diagnostics, ce qui est extrêmement difficile, parce que en 1961 ou en 1967, très exactement, l'anti-élitisme a commencé sa carrière fulgurante. Donc, on en est venu, au nom d'une certaine idée de l'égalité, à critiquer un usage de la langue, une culture réduite à des chefs-d'œuvre consacrés, et autrement dit, de l'égalité de tous, on en a conclu à l'équivalence des pratiques, des goûts et des discours. Et quand je dis « on », c'est l'institution elle-même, notamment pour ce qui concerne l'apprentissage de la langue. Je parlais tout à l'heure de la spontanéité. L'institution lui a fait tellement confiance qu'elle a pensé qu'en effet, il s'agissait de faire descendre les professeurs de leur position magistrale et de distribuer la parole. Que les élèves, dès leur plus jeune âge, puissent s'exprimer. Et donc le tort abominable de l'école, ainsi réformée, c'était de donner la parole avant de donner la langue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand on parle, on saccage la langue. Et, pour le dire brutalement, l'école est devenue un champ de ruines. Donc il faut établir le bon diagnostic, et une fois qu'il est établi, on peut essayer non de réformer, c'est-à-dire encore d'aggraver les choses, mais de rebâtir l'école, de lui rendre sa verticalité. Et peut-être vivons-nous un moment comme celui-là. J'espère que le nouveau ministre de l'Éducation nationale ira dans ce sens. C'est visiblement son intention, et ses premières mesures sont extrêmement positives. Il a réintroduit les classes bilingues, le grec et le latin, qui avaient été supprimés au nom de la lutte contre l'élitisme par la précédente ministre de l'Éducation nationale, mais en même temps, il faut bien le dire, sa marge de manœuvre est très réduite, parce que l'un des méfaits de cette école dite démocratique, dite égalitaire, c'était de supprimer la sélection. Et je crois qu'on ne reviendra pas sur un certain nombre d'acquis, si j'ose dire, d'acquis qui sont en réalité des abandons, et notamment le bac pour tous. Donc je veux bien qu'on réforme le bac, mais si on le donne à 85, 90 ou 92% des élèves, les universités continueront d'être engorgées, et que faire? Mais ça, on ne voit pas un ministre assez courageux pour employer le mot même de sélection. Et là, je terminerai justement sur la question de la gauche. La sélection, c'était une revendication républicaine contre la cooptation. Pour qu'il n'y ait pas de reproduction, selon le langage de Bourdieu, alors on fait une sélection anonyme. Et comme ça, tout le monde est, disons, à peu près à égalité. C'était un critère égalitaire. Voilà. Et c'était un critère égalitaire. Or, aujourd'hui, au nom d'une certaine idée d'égalité, la sélection est honnie. Et le nouveau ministre doit composer avec cette humeur, d'autant plus que personne, aucun gouvernement n'a envie de mettre les enfants et les adolescents dans la rue. Donc, voilà. Mais j'ai été l'autre jour sous la coupole, j'ai entendu le discours du président de la République consacré à la francophonie et au plurilinguisme, et il a fait un éloge, disons, très appuyé du professeur de français.
professeur de français, du rôle qui devait être le sien et qui devait lui être restitué. C'est-à-dire le professeur de français, donc plus d'heures pour cette discipline, et il a dit, ça veut dire aussi l'étude des œuvres intégrales et non pas seulement des extraits, et des chefs-d'œuvre plutôt que des succès d'année. Donc la discrimination, si j'ose dire, ah oui, la discrimination au bon sens du terme, revient. Et l'élitisme aussi. Et Elisabeth m'a appris des très beaux vers de Mandelstam, parlant de la splendide promesse faite au tiers-État. Ben, la splendide promesse faite au tiers-État, c'était traduit par Antoine Vitesse, l'élitisme pour tous. Voilà. Et c'est de cette école-là que je suis l'avocat infatigable. Et qui est